Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode week-end de Tech Café, quelque part votre supplément à l'épisode hebdomadaire. Pour l'essentiel de la tech, c'était donc l'épisode qui est sorti il y a quelques jours, et là on a d'autres infos un petit peu moins incontournables, mais qui nécessitaient d'être partagées et discutées. Vous les avez donc dans votre format week-end de Tech Café. Je suis Guillaume Vendée et cet épisode vous a été une fois de plus savamment préparé par Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ça va très bien. Écoute, c'est fou parce que cette fête de la musique à tes fenêtres, elle a donc duré jusqu'à ce week-end. C'était particulièrement long, dis donc. C'est fou. C'était très très long, c'était même un petit peu lourd, hein. Genre, c'est parce que la nuit, tout ça. Mon pauvre. Bon, eh ben écoute, ça bouge chez toi, c'est chouette. J'espère que vous avez bien profité de votre semaine, que vous avez bien profité de la fête de la musique. En attendant, comme je vous le disais, on a quelques news en plus à vous partager, des sujets de discussion complémentaires. On avait teasé un petit peu quelque part le fait de parler de TikTok et de l'influence de l'algorithme de TikTok sur les autres réseaux sociaux. Alors, je te l'ai déjà dit, Guillaume, moi qui utilise de temps en temps TikTok, il faut se méfier, hein, parce que c'est difficile de dire de temps en temps. C'est comme quand tu fumes, tu vois. Tu peux te dire non, je vais fumer occasionnellement, mais en fait bon, on sait très bien qu'on peut être vite victime de l'addiction de ce genre de truc. Et ben c'est pareil avec TikTok, mais malgré tout l'algorithme est diablement bien fait, et surtout le moteur de recommandation, l'onglet pour vous que vous avez par défaut quand vous lancez l'application, est extrêmement bien fait. En fait, ce qui intéresse TikTok plus que de capter de la donnée, c'est de savoir quoi vous afficher pour que ce soit pertinent, et ça a retenu un petit peu ton attention, et ça a retenu d'ailleurs aussi l'attention de Facebook, je crois. Oui, bah ouais, on l'avait évoqué dans l'épisode hebdo, hein. Facebook lorgne du côté des résultats de TikTok, des résultats financiers de TikTok, hein, qui cartonnent. Et donc, bah, ils veulent faire pareil, cartonner en reprenant la formule. Alors déjà, ils avaient rajouté Reels, le module de vidéo courte, mais dans un mémo interne qui aurait fuité, on voit qu'ils veulent en fait aussi changer le mode de recommandation de manière assez profonde. Donc Facebook recommande les vidéos en donnant la priorité à vos connaissances, à ceux que vous suivez. TikTok, non, et Facebook veut commencer à faire pareil. De même, ils veulent réunir à nouveau Facebook et Messenger, comme pour avoir la fonction de chat de TikTok. C'est pas la première fois que Facebook se retrouve à copier des fonctions de la concurrence, hein, mais bon. Cette fois, l'adaptation leur semble plus importante que jamais parce que leur croissance est un petit peu en berne, tout ça. Donc voilà, en ce moment, tout le monde jalouse TikTok, enfin les chiffres de TikTok évidemment. Alors certes, ils sont flatteurs, hein, donc voilà, Elon Musk aussi, hein, pour son futur Twitter. Mais bon, copier toujours plus le concurrent, est-ce que c'est forcément une bonne idée, tu vois, parce que TikTok lui-même prévient qu'il n'a aucune intention de devenir plus comme Facebook. Alors évidemment, ça peut sembler ironique, hein, vu la dynamique et la démographie des deux plateformes, mais surtout, ça met le doigt sur un argument pertinent. C'est-à-dire que les différentes plateformes sont différentes. Et elles n'ont pas le même métier, tu vois, elles n'ont pas la même fonction. Twitter et Facebook, c'est pas la même fonction. Sur Twitter, on s'informe, on se prend le chou, bon voilà, mais on partage pas forcément ses photos de vacances. Facebook, c'est un réseau social, il est pensé pour ça, autour de son graphe social. Le métier de TikTok, c'est pas ça, c'est le divertissement pur. Ils s'en cachent pas, hein. Ils se définissent eux-mêmes comme une plateforme de divertissement, et c'est une différence majeure. TikTok n'a aucune envie de faire dans la news ou dans le partage de photos de vacances. C'est pas ça, Cam, hein. Donc, est-ce que c'est pertinent que Facebook passe dans l'entertainment, tu vois, et Twitter? Ouais, moi, je suis pas utilisateur, donc c'est ça que je te pose la question, finalement. Bah, la réponse, elle est clairement oui. Je pense que vraiment, ça a démontré ses usages, et il y a plus peut-être ce besoin d'avoir des échanges de personnes, et qui soient basés en tout cas sur les centres d'intérêt que tu as déclaré vouloir suivre. Il y a des éléments de Facebook qui sont quand même déroutants dans cette note d'intention quelque part. Bon, d'une part, il y a Messenger. Je ne comprends pas cette volonté de revenir en arrière, de réintégrer Messenger dans Facebook. Tu vois, c'est quelque part, ils veulent copier même ce qui est déraisonnable de copier, parce que d'avoir une application de messagerie indépendante du service, quelque part, ça a aussi énormément d'avantages. Donc, je comprends pas trop cette volonté de dire faites tout comme TikTok, y compris la messagerie. Ouais, mais c'est ce qu'on faisait avant. Ouais, mais c'est pas grave, je veux qu'on fasse pareil. Il y a quelque chose de très déroutant là-dessus. Il y a aussi quelque chose de intéressant, c'est le fait qu'ils ne veuillent pas profondément remettre trop en question la notion d'algorithme lié au groupe, parce qu'on sait à quel point les groupes Facebook, c'est quelque chose qui marche très bien, et pour le coup, c'est peut-être une exception qui confirme la règle de la déperdition et de désintérêt de Facebook, parce que les groupes cartonnent pour le meilleur et pour le pire, on l'a déjà dit. Alors certes, ils veulent probablement intégrer des éléments visuels un peu plus basés sur des formats vidéo, comme des réels ou des vidéos TikTok, mais le savoir-faire de Facebook en matière de groupe va perdurer. En tout cas, je pense que ça part quand même d'une bonne intention, qui est de dire soyons ouvertement une plateforme de divertissement, et puis peut-être arrêter de vouloir assumer à tout prix le fait d'être autre chose, une espèce de hub de contact.
au fond, je sais pas si c'est vraiment la raison d'être et là où sera le plus efficace Facebook. On verra s'ils arrivent à s'adapter. Ce sera quand même, s'ils y arrivent, quelque chose de remarquable de voir à quel point Facebook sera toujours parvenu à s'adapter. Ils ont de la ressource pour le faire, mais s'ils y arrivent, ce sera, à mon avis, bien plus marquant d'un point de vue adaptation et technologique qu'une sortie d'un métavers. Mais bon, on verra. Les abonnements arrivent aussi sur les réseaux sociaux. Alors, moi, j'ai hâte, Guillaume, de voir si jamais tu vas prendre ton abonnement premium à Telegram, vu toutes les fonctionnalités essentielles qui sont proposées. Pour le coup, c'est pas faux. Alors, c'est vrai, les abonnements, c'est le bon plan. Je veux dire, c'est pas nous qui vont dire le contraire. Ça rime en plus. Les abonnements, c'est le bon plan. Évidemment. Donc, Snap est en train de tester Snapchat Plus à 5 € par mois. Pour ce prix, vous obtenez pas grand-chose, en fait. La possibilité d'avoir un best friend forever, un number one best friend forever. Ouais. Une fonction qui a aucun intérêt si vous avez plus de 15 ans, à mon sens. Mais bon, avoir un badge sur votre profil, voilà, voir ce que font tes amis les dernières 24 heures, combien de gens ont vu tes stories, voilà, l'accès à des fonctions expérimentales, voilà, quoi. Et bon, effectivement, Telegram se lance aussi avec un abonnement premium qui se révèle quand même, il me semble, beaucoup plus pertinent pour le coup, puisque il y a toujours des trucs futiles comme des stickers exclusifs, des profils animés, des emojis, des badges, bon voilà. Mais il y a aussi le doublement des limites habituelles, donc limite de 500 canaux, à 10 dossiers, etc. On double aussi la taille des fichiers envoyables à 4 gigaoctets, on a des téléchargements plus rapides, on n'a pas de pub, on a une fonction de synthèse vocale, on a des facilités de gestion des chats. Bon, si tu utilises beaucoup Telegram, franchement, ça se justifie. Je pense que ça peut se justifier, quoi. Voilà, les avantages sont quand même beaucoup plus concrets que pour Snapchat, il me semble. Ouais, il y a le voice to text conversion qui me semble absolument génial parce qu'on va reconnaître, j'espère toi et moi et les personnes qui nous écoutent, à quel point les messages audio n'arrangent que ceux qui les envoient. Enfin, je pense qu'on peut tous tomber d'accord sur le fait que on déteste avoir des messages sur notre répondeur et on déteste quand vous avez ce collègue ou cet ami qui vous laisse 5 ou 6 messages d'affilée qui contiennent tous 1 minute 30 à 2 minutes d'audio dans lequel vous devez impérativement tout écouter et tout vous farcir. Franchement, si vous avez une transcription texte fiable de ce message audio, moi, si jamais j'avais beaucoup de personnes qui m'envoyaient ce type de message, c'est une fonction qui effectivement pourrait justifier l'abonnement. Après, la question sur la taille d'envoi de fichiers, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui pénalisés par des envois de fichiers qui vont quand même aujourd'hui jusqu'à 2 gigas ou quoi pour le piratage Exactement, sur Telegram, il y a énormément de contenu piraté, tu sais. Ouais, si ça aide. Tant mieux pour les utilisateurs de Telegram qui sont si assidus. Et au passage, on va aussi boucler sur ce volet réseaux sociaux avec l'Union européenne qui a de nouvelles règles pour les plateformes, Guillaume. Ouais, Telegram était d'ailleurs absent, comme Apple, de la liste des compagnies qui souscrivent aux nouvelles règles édictées par l'Union européenne pour lutter contre l'infox. Alors, les grands signataires sont Meta, Google, Microsoft, Twitch, Twitter et TikTok. Mais il y avait aussi Vimeo, Clubhouse, Adobe et plein d'autres. Donc, ils s'engagent à adopter un code de conduite sur la désinformation et la propagande. Un code dont la création a été bien poussée par le Covid et la guerre en Ukraine, on s'en doute. Donc il y a 44 engagements que je vais lister de manière exhaustive pendant les 90 prochaines minutes. Non, je rigole évidemment. Globalement, on a des trucs comme travailler en étroite collaboration avec des agences indépendantes de debunking et de fact-checking. Voilà, il faut donner aux chercheurs un large accès aux données des plateformes. Il faut donner à l'utilisateur un moyen simple et immédiat de signaler un contenu. Il faut lutter contre les bots. C'est pas Elon qui va dire le contraire. Voilà, il faut démonétiser les sites de fake news, créer un registre dans lequel on peut chercher les annonceurs politiques, etc. Être transparent aussi sur l'ampleur du fact-checking qu'on fait. Donc rien d'extraordinaire en soi, et la plupart des plateformes ont déjà officiellement ces politiques, mais il faut reconnaître qu'elles peuvent avoir du mal à les appliquer. Et puis à la différence des initiatives antérieures, ce code de conduite est obligatoire. Il sera inclus il sera appliqué via la DSA, le Digital Service Act, dont on a déjà parlé. Donc un manquement est donc passible de poursuite. Donc les grosses boîtes affichent une bonne volonté, ce qui est appréciable. J'imagine que même Telegram, d'ailleurs, qui fait pas partie de la liste des signataires, pourra être inquiété quand même, puisque dans le cadre de la DSA, du coup, c'est pas encore très clair. Espérons que les résultats suivent, évidemment. La régulation qui va, on peut le dire peut-être dans le bon sens, espérons juste que ce soit pas que des vieux pieux et des belles phrases, mais que ça puisse être des choses concrètes et mesurables et surtout appliquées.
on verra. Il y a que le recul et l'avenir qui nous dira si ça aura pu servir à quelque chose. Guillaume, je sais à quel point ça te manque, mais je sais aussi à quel point ça manque à une bonne partie de nos auditeurs de ne pas avoir de chronique des composants en bonne et due forme. Mais rassurez-vous, Guillaume vous a concocté tout un tunnel de news autour des puces. Alors c'est parti, Guillaume a commencé par TSMC qui veut toujours plus d'argent. Bon, on peut les comprendre. Qui ne veut pas plus d'argent aujourd'hui, en fait? TSMC et Intel sont à couteau tiré. Le secteur du semi-conducteur, il est chaud brûlant. D'ailleurs, TSMC a besoin de sous. Il veut de l'argent, du pognon, de la maille, de la grosse moula. Il demande de plus en plus, d'ailleurs, et de plus en plus tôt à ses clients. Les délais de paiement se sont réduits de 45 à 30 jours, voire de 30 à 15 jours. Il y a des nouvelles hausses de prix qui sont à l'approche. Et au-delà de ça, on a quelques infos supplémentaires sur les processus, quand même, du taïwanais. Alors, je le répète souvent, mettre au point une chaîne de production de microprocesseurs, c'est extraordinairement coûteux et complexe. Et donc, ces chaînes doivent être rentabilisées sur un nombre plus ou moins grand d'années. Et les process, comme le N5 ou le N3, ont plein de déclinaisons du coup et d'optimisation. Par exemple, le N5, c'est le processus actuel qu'on trouve chez Apple. Il a deux déclinaisons, le N5 simple et le N5P. Et les N4 sont aussi des nodes intermédiaires. Donc en fait, ils sont très proches des N5 et aussi le N4 et le N4P. Donc c'est des raffinements qui permettent de grappiller un petit peu en densité, en énergie, voilà. Par exemple, N4 ne gagne que 6% de densité par rapport à N5. Et N4P ne gagne que 6% de performance par rapport à N4. Donc c'est des petits pas, mais qui sont exploités évidemment par les constructeurs pour sortir quand même des produits tous les ans. Souvent c'est conjugué à des améliorations architecturales qui justifient plus ou moins nettement l'arrivée d'un nouveau produit. Donc N3 par contre c'est vraiment un saut générationnel par rapport à N5 et lui il est prévu pour la fin de l'année avec des produits donc dans les magasins plutôt pour l'an prochain. N3 devrait avoir lui aussi des déclinaisons, il devrait même en avoir 4. Ça devrait durer au moins 2 ans et demi, cette durée de vie doit être d'au moins 2 ans et demi. Par rapport à N5, on a 42% de gain de densité et 20 à 30% de gain en consommation, donc c'est quand même un vrai saut générationnel, voilà, c'est respectable pour un saut générationnel aujourd'hui. N3 il est cher, et donc il doit être rentabilisé au mieux, et donc on va aller chercher à optimiser plein de paramètres tout au long de son exploitation. Après N3 cette année, il y aura N3E, qui va améliorer le rendement et les performances un peu, mais au prix d'une densité un peu inférieure, donc les puces seront un peu moins denses. Après N3E, il y aura N3P. Il faut comprendre plus grosse, c'est ça? Donc moins une puce moins dense, c'est une puce où on peut mettre moins de composants sur une même surface, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu veux mettre beaucoup de transistors, elle sera un peu plus grosse. Okay. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est pour N3E. Après N3E, il y aura N3P, N3S et N3X. Et donc chacun, il va avoir des avantages spécifiques. Donc le P, il va se focaliser sur la performance, le S sur la densité, S comme surface, j'imagine, et P comme performance, et X comme on explose tout, puisque voilà, c'est la performance à tout prix. Ça va chauffer et consommer à mort, mais on s'en fout. Bon. Donc voilà, vous voyez que ça commence à devenir fin. Pour optimiser à mort un process qui a coûté une blinde à développer, on va prendre en compte un grand nombre de facteurs, et ça va même encore plus loin avec le FinFlex. Alors FinFlex, c'est une référence, parce que N3 c'est un processus donc dit FinFET, c'est-à-dire avec des transistors en 3D qui ont des petits ailerons, comme ça, des petits fins, comme on dit en anglais. Donc ça existe depuis longtemps, et donc c'est la référence à FinFET, pour ça qu'ils appellent ça FinFlex. Parce que ça permet une flexibilité dans les bibliothèques de composants qu'on peut utiliser. Parce que là encore, on passe encore à un autre niveau. Un CPU c'est fait avec des blocs fonctionnels, donc voilà, c'est fait avec des blocs. Et ces blocs, en fait, ils sont issus de bibliothèques. Ouais, t'as des bibliothèques pour faire des additions, grosso modo, des bibliothèques pour faire des mémoires, ce genre de trucs. Et en fait, il y a plusieurs manières de faire ça. T'as plusieurs manières de câbler une addition, une mémoire, etc. Et donc on entre vraiment dans la structure fine des puces, de comment sont gravées les portes logiques, en gros. Donc on est vraiment à très 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 bas niveau. Et à ce niveau, on a aussi une certaine liberté sur le type de bloc qu'on veut pour donner la priorité à la consommation ou à la densité, etc. Sachant qu'on peut avoir des blocs plus gros, qui vont plus vite, mais qui consomment plus. Et évidemment, on peut en mettre moins que des plus petits, etc. Donc, pour tirer la quintessence du N3, TSMC mise sur l'optimisation de plein de facteurs différents, ce qui passe aussi, évidemment, côté client, par une étude vraiment minutieuse de l'usage qu'on en aura, tu vois. Donc, voilà, N3, tout ça pour dire que N3, c'est un truc qui est là pour durer. N2, lui, il arrivera donc, le truc suivant, N2, il arrivera pas avant 2025 au mieux. Et surtout, N2, c'est un changement majeur de fabrication, puisqu'on passe à ce qu'ils appellent le GAA-FET, c'est-à-dire le Gate All-Around FET, pour Fin Effect Transistor, qui est basé sur des transistors 3D qui sont structurellement complètement différents. C'est des nanofeuilles, comme ça, c'est un bordel. Et donc,
évidemment, 255 000 trucs peuvent couiller et vont couiller, hein, très probablement. Et les gains en performance par rapport à N3, et en particulier par rapport à N3, eux, ne seront pas incroyables au début. Tu vois, ce sera entre 15 et 30% de conso en moins. C'est correct, mais seulement 10% de gains en densité. Et ça, c'est quand même vraiment très faible. C'est même à se demander si N3S ne fera pas mieux d'ailleurs. Donc, il faudra attendre, je pense, pour qu'il y ait une meilleure maîtrise du processus sur le GAA-FET. Mais du coup, d'ici à 2027 au moins, on peut tabler sur des puces 2 fois plus denses, mais pas beaucoup plus. Et ça va certainement handicaper un petit peu les constructeurs, hein, parce qu'une fois passé à N3, d'ici 1 ou 2 ans, ben, la montée en puissance se fera certainement via une hausse de la consommation aussi, et pas mal. Il risque d'y avoir un plateau à partir de fin 2023 peut-être. Intéressant de voir à quel point maintenant, à chaque fois qu'on parle de processeurs, on est amené systématiquement à parler de cette performance versus la consommation énergétique, de ce rapport. C'est hyper intéressant. Donc, on va se heurter face à ce plateau que tu nous as décrit à long terme. On va parler un petit peu aussi de Intel. Alors, avis à ceux qui aiment les images au microscope pour comprendre comment ça fonctionne. Et quelque part, il y a un peu de process porn, j'ai l'impression, quand on voit ce type d'image. Moi, je suis complètement hypnotisé par cet article, Guillaume, rien que par l'image qui est en haut. De toute façon, l'article est dans les... Oui, mais c'est tellement beau, c'est remarquable. Il y a on se demande si c'est pas une technologie alien. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Tu vas nous parler du nouveau process, Guillaume, de Intel. Oui, parce qu'Intel, de son côté, parlait de Intel 4, hein, donc anciennement connu comme le 7 nanomètres. Alors, ils étaient au VLSI Symposium de l'I3E. Donc, actuellement, les processeurs là qu'on a d'Intel, ils sont 10 nanomètres, mais ils sont nouvellement baptisés Intel 7. Voilà. Donc, le Intel 4 sera une étape majeure, hein, pour le fondeur, puisqu'il va passer aux ultraviolets extrêmes. Donc, en gros, il va passer à des nouvelles machines qui permettront de simplifier beaucoup les processus de fabrication. Donc, originellement, c'était prévu pour le 10 nanomètres d'ailleurs, tout ça, mais bon, voilà. Intel reconnaît lui-même qu'ils ont voulu trop en faire, que c'est parti dans tous les sens et que ça a pas marché, ils ont jeté l'éponge pour cette génération qui a été, voilà, pas très très longue. Et bon, Intel va donc permettre d'avoir des transistors plus petits, plus facilement, tout simplement. Donc, c'est un truc, hein, Intel 4 qui sera utilisé pour les futurs Meteor Lake, les corps de génération 14 en 2023. Et ils vont aussi inaugurer, d'ailleurs avec Meteor Lake, le tout chiplet, c'est-à-dire pour les ordinateurs grand public, hein. C'est-à-dire les puces modulaires. Donc on avait parlé plein de fois du fameux concept du chiplet. Une puce, elle sera faite en plusieurs modules. Donc tu auras un petit module pour le CPU, un autre pour le GPU, un autre pour les entrées-sorties. Tout ça sera interconnecté à très très haute vitesse. Ça permet de modulariser et du coup ça fait des modules plus petits qui peuvent être fabriqués autrement, etc. Donc Intel 4, ça devrait permettre une densité doublée par rapport à Intel 7, mais ça dépend quand même des composants qu'on traite. Parce qu'en fait, toutes les caractéristiques physiques des transistors et des composants en général ne maigrissent pas toutes autant. Donc par exemple, la SRAM, qui est un truc ultra dense, le gain n'est que de 30%, tu vois, par exemple. Donc, au niveau des performances, on aurait 21% de plus de performance, ou bien 40% de consommation en moins. Donc c'est assez marrant de voir qu'en fait, finalement, plus que des ordinateurs beaucoup plus puissants, un Meteor Lake va permettre des ordinateurs qui consomment beaucoup moins. Ce qui est aussi très important, attention, hein, donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Et pour Intel, aussi, la question de la densité des bibliothèques de composants, donc on peut utiliser, hein, comme j'en ai parlé pour TSMC, qu'on peut donc utiliser pour donner la priorité à la densité et à la consommation ou à la performance. Ben c'est pareil, chez Intel c'est pareil, mais du coup pour le coup c'est que Intel 4 sera orienté performance, donc ça veut dire qu'il y aura qu'une seule bibliothèque de composants, alors que le node suivant, Intel 3, aura quant à lui une option orientée densité. Donc ça veut dire qu'Intel 3 sera probablement un node de plus long terme, qu'Intel proposera à ses clients pour toutes sortes de choses, pour toutes sortes d'applications en fait, et que tu pourras un petit peu adapter comme tu veux, quoi. Donc Intel 4 il est prévu pour fin 2022 et Intel 3 pour fin 2023, et c'est en 2024 qu'Intel devrait passer à 20A, donc là c'est ce qui s'appelle l'ère Angstrom, qui lui aussi utilisera des nanofeuillets qui eux ils appellent les ribbon FET. Donc c'est un petit peu l'analogue du GAA FET dont j'ai parlé chez TSMC, mais vous remarquez que ce saut technologique qui est important, hein, interviendrait évidemment si tout va bien, 1 an avant chez Intel par rapport à TSMC, ce qui est très encourageant, même si c'est pas possible vraiment d'avoir une idée précise de la comparaison entre les deux, bien entendu, tu vois.
Mais bon, déjà, Intel 4 a un process très complexe. C'est un process très complexe à 16 couches de silicium et de métal. D'ailleurs, c'est ce que tu vois effectivement de cette photo qui me captive. Fascine. Et sur laquelle le zoom est foireux d'ailleurs. Hein. Le petit encadré rouge qu'ils ont fait à gauche n'est pas bien placé. Mais bon, on va pas leur en vouloir. Écoute, en tous les cas, oui, c'est maintenant une puce, c'est une sorte de millefeuille comme ça, et on voit toutes les couches métalliques avec toutes les interconnexions et tout. C'est vraiment assez fascinant. Et grâce aux ultraviolets extrêmes, justement, la fabrication est tout de même moins complexe que Intel 7. En fait, il y a 20% de cache en moins sur Intel 4 par rapport à Intel 5, alors que s'ils avaient conservé les mêmes machines qu'avant, il en faudrait 30% de plus. Donc voilà, Intel compte encore changer de machine pour passer aux ultraviolets extrêmes à grande ouverture en 2025. Donc voilà, ça chante pas. C'est beau. Allez voir cette image, je trouve ça très beau. Allez, on va continuer notre tour des processeurs dans la foire aux puces avec Global Foundries. Donc en Europe aussi, on veut produire des puces. 20% des puces mondiales en 2030, c'est l'objectif. Un objectif ambitieux, mais Intel a déjà un énorme projet en Allemagne. Bon, c'est pour 2027, donc c'est quand même pas pour tout de suite. Et en France, on pourra avoir aussi une grosse usine grâce à Global Foundries et ST Microelectronics. Donc Global Foundries est américain, ST Microelectronics est suisse. Et aussi, évidemment, ils espèrent profiter du CHIPS Act européen, et les milliards qui sont à la clé, pour s'implanter en France. Donc voilà, c'est pour, je cite, fabriquer des puces faible consommation et de technologies avancées. Je sais, c'est très très vague. Bon, étant donné que Global Foundries... Du futur, exactement. Donc Global Foundries, on se souvient quand même qu'ils ont jeté l'éponge sur le très haut de gamme depuis 2018. Donc on imagine que ça va pas forcément être des puces de serveurs et des trucs qui iront dans les derniers iPhones. Mais c'est pas grave, parce qu'il reste quand même énormément de secteurs très demandeurs en composants, qui sont pas forcément des composants de très haut de gamme. Les voitures par exemple, et Global Foundries travaille aussi sur la photonique. Donc, vu le caractère encore une fois très très vague de ce qu'on sait pour le moment, tout est possible à ce stade. Mais bon, voilà, c'est quand même une bonne nouvelle pour la réindustrialisation européenne, de même que Lenovo d'ailleurs qui vient d'ouvrir sa première usine chez nous pour fabriquer du serveur et aussi du PC haut de gamme. Alors chez nous c'est au sens large, puisqu'en fait l'usine est à Ulo, qui est dans le comté de Pest, près de Budapest en Hongrie. Donc Pest, je sais, ça sonne mal en français. Ouais, ça fait pas très classe. Ouais. Mais en anglais ça sonne pas mieux, parce que ça veut dire nuisible, comme insecte nuisible. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est 1000 emplois de plus, donc voilà, c'est quand même cool. Ok, on va continuer avec peut-être, t'aurais presque pu le tourner comme étant un quiz, comme le veut le titre de l'article de Register. Qui c'est qui croit plus vite que Nvidia et AMD, Guillaume? Eh ben, on parle énormément de ces grosses stars, Nvidia et AMD, qui sont donc deux fabricants de puces qui n'ont pas d'usine, pour le coup, et qui sont en pleine croissance, et on parle moins de Marvell, qui aussi, fabricant de puces sans usine, et il grossit pourtant encore plus vite. Donc Marvell, avec donc deux ailes, donc oui. Rien à voir avec Spider-Man, c'est une boîte qui date des années 90, c'est assez ancien, qui a un petit peu tout fait, et qui se spécialise actuellement sur des puces infrastructure réseau dans les data centers. C'est là qu'elle connaît sa plus grosse croissance en fait, puisque le business du Switch a grossi de 125% l'an dernier, et c'est 44% du chiffre d'affaires de Marvell qui vient désormais des data centers. C'est marrant parce que moi j'avais plus l'image de Marvell pour des trucs entrée de gamme ou des petits machins, quoi. C'est assez marrant. Mais bon, Marvell est encore petit du coup, donc cette croissance ne dit pas que ça va détrôner Nvidia demain, bien sûr. Mais voilà, il y a des seconds rôles comme ça de la tech, comme Cirrus Logic aussi ou Novatech, qui se portent très bien. Globalement, presque tout le monde dans le top 10 des plus grosses boîtes électroniques fabless croissent énormément, et je pense que c'est vraiment l'époque qui veut ça. On vit dans l'ère des composants et j'imagine qu'après pendant même les crises qu'on vit, il y a aussi de la place pour que tout le monde trouve une part du gâteau. On continue avec du plastique, Guillaume ? Mais oui, le plastique c'est fantastique, il paraît. Alors oui. Pourquoi pas en faire des processeurs aussi ? Parce qu'après tout, le plastique c'est pas cher, c'est flexible. Il y a des semi-conducteurs plastiques, comme l'IGZO, c'est de l'oxyde de gallium, zinc, indium. IGZO, si vous vous souvenez, c'était dans l'actu pas mal pour faire des écrans au début des années 2010, genre, tu vois. Ça permettait de faire des transistors plus petits et donc d'améliorer la transparence de la dalle. À l'arrivée des IGZO, c'était vraiment très bien. Les iPhones ont utilisé des écrans IGZO par exemple en 2012-2013, je crois, un truc comme ça. Mais bon, faire des CPU en plastique, c'est déjà possible en fait, mais en fait, ils sont intéressants qu'à deux conditions. Soit ils sont plus puissants que ceux au silicium, et c'est pas du tout le cas, soit ils sont énormément moins chers que leurs homologues rigides, et ça, peut-être qu'on vient de passer un cap. Alors, quand je dis moins cher, c'est vraiment moins cher, parce que l'objectif c'est 1 centime la puce. Ah oui, la puce qui fait quelques millimètres carrés, quoi, maximum.
Donc à ce prix, on n'espère pas un truc performant, hein. On espère juste un truc qui pourrait donner une certaine capacité de calcul à peu près n'importe quoi, à peu près gratuitement. Donc ARM avait déjà essayé de faire, parce qu'ARM ils ont des microcontrôleurs, ils ont le Cortex M0 qui est un truc extrêmement petit, extrêmement simple, mais ça restait bien trop cher à l'unité. En fait, même le plus simple des microcontrôleurs modernes reste trop complexe. Or du coup, les gars de chez Pragmatic, en collaboration avec des chercheurs d'Urbana-Champaign, ils ont tout repris depuis le début. Ils ont créé une puce de 0. 2 même, hein, d'ailleurs. Et attention, ça déchire, parce que c'est des puces 8 et 4 bits. Ah, quand même. Ah oui, et la puce 4 bits n'a que 2104 transistors. Ça revient à une puce de 71, tout simplement, parce que le 4004 était aussi 4 bits, il avait à peu près ce nombre de transistors, et date de 1971. Donc ça va pas faire tourner Crysis, mais ça peut calculer des trucs, voilà. Mais surtout, miracle, le rendement remarquablement bon de leur processus et la taille minuscule de ces puces font qu'elles passent sous la barre fatidique du centime unitaire. Et mieux, la puce ne consomme déjà pas beaucoup, t'imagines bien, mais si on s'autorise juste un tout petit peu plus de composants, tu vois, encore une fois, hein, le trade-off taille des composants, complexité, densité, consommation, c'est toujours là. Et du coup, on peut effectivement la rendre encore un petit peu plus sobre. Donc voilà, c'est peut-être les premiers représentants d'une nouvelle génération de puces qui seront omniprésentes. Enfin, je veux dire, encore plus omniprésentes. Je vais te reposer une question qu'on a déjà abordée à plusieurs épisodes, mais pourquoi les galettes comme ça sont toujours rondes? On le voit dans l'article, hein, les impressions. Parce que c'est toujours des carottes, je pense. Hein. Mais je t'avais dit c'était des carottes. Bah je sais pas, justement, je me rappelle plus. C'est bien possible. Ok. Merci. Du coup, ça clôt un peu notre sujet autour des processeurs. Par contre, on va continuer à parler de technologie, j'allais dire quelque part fondamentale, du matériel, pour améliorer. C'est vraiment quelque chose dont vous êtes quelques-uns à vous plaindre, j'imagine, la réception des communications cellulaires. Ben ouais, alors il y a Artemis Network, moi je connaissais pas du tout, et pourtant ils vont peut-être révolutionner le sans-fil mobile. Et l'idée, c'est de dynamiter complètement la notion de cellule dans les réseaux cellulaires. Alors justement, on appelle les réseaux cellulaires comme ça, parce que le téléphone mobile, pour fonctionner, doit être dans une cellule, c'est-à-dire un espace couvert par une station relais. Tous les gens de la cellule partagent la bande passante de cette cellule, le signal est moins bon aux abords de la cellule que près de la station, et les stations sont suffisamment espacées pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre elles. Les cellules sont disjointes, ou presque. Et ça, c'est un réseau téléphonique normal. Et tout ça, c'est acquis en fait, hein. Mais chez Artemis, ils ont une autre idée, pas totalement nouvelle, mais qu'ils implémentent déjà en vraie grandeur, faire un réseau de sans fil, sans cellule, du tout. Donc, on garde les antennes relais, mais on les met plutôt en réseau serré. Et on regarde bien la topographie des lieux pour que justement les champs des différentes antennes se recouvrent au maximum. À l'inverse de d'habitude, parce que justement on veut des interférences. On veut des interférences dans ce cas-là. Paradoxal. Parce que quand deux ondes se rencontrent, évidemment elles se chevauchent et en général le résultat est bordélique. C'est pour ça qu'on n'en veut pas. Mais si on règle très précisément les deux ondes qui se rencontrent, leur chevauchement, leur addition donne des résultats prévisibles. Et donc on peut renforcer ou annuler des signaux par interférence. Et on peut le faire à des endroits précis. Donc le but d'Artemis, c'est donc de noyer un espace sous un bruit électromagnétique permanent qui va, selon les besoins, interférer comme il faut dans une petite bulle et y produire un signal cohérent. C'est le principe de la P-cell, la personal cell, c'est-à-dire une cellule personnelle qui est créée au besoin et qui disparaît ensuite. C'est une bulle qui est autour de toi et qui te suit. Et à l'intérieur, le signal passe, mais les ondes qui le créent apparaissent à l'extérieur de la bulle comme un gros bordel. Donc, chaque utilisateur a donc sa P-cell personnelle, dans laquelle le signal il est toujours maximal, puisque la cellule te suit en fait, t'es toujours au centre de la cellule. En plus, la bande passante est partagée avec personne dans la P-cell, puisque t'es dedans. Chaque utilisateur en fait partage non pas la bande passante d'une seule station, mais celle du réseau d'antennes entier. C'est difficile à dire du réseau d'antennes entier. Oui, c'est vrai. Et donc, les débits sont bien plus hauts du coup, et les latences sont bien plus basses. Alors évidemment, vous imaginez, la complexité du système est importante parce qu'il faut des serveurs puissants pour calculer tout ça, hein. Mais ça marche déjà à l'échelle d'un stade de hockey avec 56 antennes. Donc, en plus d'antennes, si tu mets plus d'antennes, en fait, il y a potentiellement plus de débit. C'est-à-dire que tu as une meilleure efficacité spectrale. Cerise sur le gâteau, aux États-Unis, il y a une partie du spectre qui s'est libérée qui permet aux téléphones 4G et 5G de bénéficier des pixels sans modification, puisqu'ils captent déjà dans cette zone-là. Donc c'est une technique qui est prometteuse, qui est peut-être pas applicable partout, mais qui pourra améliorer énormément l'efficacité des réseaux sans fil sans rien toucher, en fait, aux fréquences et aux spectres qui sont déjà en place.
On pense notamment, j'imagine, à certains lieux qui seraient à forte densité et qui pourraient être peut-être mieux traités grâce à ce nouveau maillage. En tout cas, super intéressant de voir qu'il y a de l'innovation là-dedans aussi, et c'est bien de le rappeler. Alors, on parlait de matériel et on parlait en tout cas de processeurs, et on peut l'étendre aux processeurs graphiques, mais justement, tu as un petit article qui nous permet de nous pencher un petit peu sur la consommation des cartes graphiques depuis 2021 pour essayer d'identifier un petit peu la part des acheteurs et qu'est-ce que représente en tout cas dans cette part d'acheteurs les mineurs de crypto-monnaies. On a un petit peu de recul maintenant. Écoute, on a un petit peu de recul et apparemment, d'après les premiers rapports, d'après Bloomberg, pour être précis, en fait, c'est les mineurs de crypto qui ont acheté le plus, et bien plus que les joueurs de cartes graphiques en 2021. Pour près de 15 milliards de dollars de ventes de GPU, en fait, qui sont allés chez les mineurs. Et d'ailleurs, bon, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le marché crypto est en train de se casser la gueule, que le minage, en particulier le minage d'Ethereum, est en voie de disparition et que du coup, les mineurs sont en train de revendre soit les cartes qu'ils ont utilisées, soit les cartes qu'ils ont achetées et stockées en panique. Donc, ce qui est en train de se passer, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que le prix des cartes graphiques est en train de chuter vertigineusement de leur plus haut. C'est-à-dire que pour avant, tu pouvais avoir des cartes, je sais pas, 2-3 fois le prix conseillé. Là, tu recommences à passer légèrement au-dessous du prix conseillé parfois. Donc, c'est la folie. Faut quand même se méfier un petit peu parce que bon, évidemment quand vous achetez une carte d'occasion, si vous achetez une carte d'occasion, voilà, méfiez-vous parce que si elle a été utilisée pour le minage, elle a quand même déjà pas mal vécu la pauvrette, hein, mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc ça confirme à quel point, si tu veux, le minage a été un fléau pour les joueurs puisque c'est eux qui ont absorbé la majorité du marché carrément de la carte graphique sur une année complète. Bon, les cryptos se cassent la gueule. Bon, d'ailleurs, toujours dans les cryptos, à peu près toutes sont à la baisse. Les NFT, c'est pas beaucoup mieux. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs ce fameux NFT du premier tweet de Jack Dorsey. Oui, j'ai vu notamment le prix qu'il représente aujourd'hui. Alors j'ai quand même du mal. Bon, vas-y, je te laisse dérouler. Je te poserai ma question après. Enfin, c'est juste que bon, il y a eu deux trucs, c'est qu'il a été acheté 2,9 millions de dollars en 2021. Et en avril dernier, on en avait parlé, son heureux, si on veut dire propriétaire, le revendait avec l'espoir d'en tirer 48 millions de dollars. Et on lui a proposé 3 000 dollars. Bon, il l'a pas vendu, on se demande pourquoi. Mais aujourd'hui même, le tweet est de nouveau en vente sur OpenSea. Et la meilleure offre est de 1 Ethereum, soit à peu près 1100 dollars. Ça a quand même pas mal baissé l'Ethereum aussi. Moi, j'ai plus, là, à l'heure actuelle, j'aurais 2 Ethereum, 2258 dollars. Ah, mais tu sais que ça évolue en temps réel. Ça évolue en temps réel. Ça, c'est fou. Attention, peut-être, si vous avez 3000 dollars à jeter par les fenêtres, chanceux que vous êtes, vous pouvez peut-être faire votre offre pour le premier tweet, le NFT, pardon, du premier tweet. C'est pas le premier tweet, encore une fois. On rappelle le NFT du premier tweet. Bon, très bien. Guillaume, il y a des marques comme ça qui trichent un petit peu avec les modèles, qui vérifient un petit peu leur performance. On pourrait citer des marques de voitures, on pourrait citer, on pourrait citer beaucoup de choses. Tu te souviens de Volkswagen qui trichait au test de pollution? Les pauvres. Il leur reste pas grand chose finalement, je pense. Mais oui, si, ça reste une tâche dans leur communication et dans leur image. Là, t'aurais envie de peut-être pointer du doigt Samsung, c'est ça? Volkswagen n'était pas le seul impliqué dans la Dieselgate. Oui, il y en avait beaucoup. Mais peut-être que là, on a aussi on tient le TV Gate ou le HDR Gate, je sais pas. Ça commence avec Samsung en tout cas. C'est que pour tester un écran, les pros utilisent des sondes qui posent sur l'écran pour mesurer la fidélité des couleurs, la luminosité, les noirs, etc. Et en général, le test se fait sur une partie de l'écran, 10% de l'écran, voilà, à peu près. Et donc sur le site Flatpanel HD et Vincent Théo, qui est un youtubeur, se sont rendus compte que si on choisissait une taille de fenêtre différente, les résultats des mesures étaient pas du tout les mêmes. Et comme par hasard, les résultats sont meilleurs avec une fenêtre de 10% qu'avec une fenêtre de taille non standard comme 9%. Bizarre, ou pas, parce qu'en fait, la TV, quand elle voit qu'on demande une fenêtre de 10%, elle suppose que c'est pour un test, et donc elle met les watts. Elle s'applique, tu vois, le temps de la mesure pour se mettre à son avantage, quoi. Elle se met sous son plus beau profil. Exactement, quitte à excéder d'ailleurs ce qu'elle peut vraiment faire en plein écran. Par exemple, elle booste sa luminosité de 80% temporairement au-dessus de sa valeur max. C'est un classique. Comme le Dieselgate, on se souvient aussi que les téléphones il y avait des téléphones qui détectaient qu'on faisait un benchmark. Il détectait ce type de truc, c'était le logiciel, et du coup, il s'autorisait à chauffer à mort, pendant quelques minutes, pour avoir des meilleurs chiffres. Enfin, tout ça, c'est pas d'hier, quoi.
En fait, ce qui est un peu étonnant, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de garde-fous sur les protocoles de test et qu'ils puissent autoriser ce genre de choses et surtout que ça ait pu durer aussi longtemps. Ça va peut-être être un enseignement justement pour les protocoles de mesure et peut-être faire évoluer un petit peu les choses. Ou peut-être pas d'ailleurs. Alors on l'évoquait brièvement dans l'épisode hebdomadaire, mais Back Market, donc le site que vous connaissez peut-être, hein, qui vous permet d'acheter des appareils reconditionnés. D'ailleurs, il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a des reconditionnés de plus ou moins bonne facture. En tout cas, Back Market qui vend des produits reconditionnés et pointé du doigt, Guillaume, par l'UFC Que Choisir. Bah oui, il y a Black Market aussi tricherait. Je sais pas ce que j'ai avec Black Market. Chaque fois, spontanément, je dis ça Black donne envie Market. de les appeler Black Market, surtout quand on les marrant. épingle pour quelque chose. Mais c'est Back Market. Mais donc Back Market, effectivement, tricherait selon l'UFC Que Choisir, hein, qui l'accuse de pratiques qui sont malheureusement fort courantes hein, dans le commerce en ligne, Ouais. bon, hors ligne aussi. C'est sans doute. discount, on te voit. Ouais, des rabais trompeurs, on compare les prix reconditionnés au prix du neuf. Bon, c'est quand même pas la même chose. Des garanties survendues, 12 mois de garantie, c'est pas une fleur qu'on te fait, puisque la loi oblige à 24 mois de garantie. Les frais de service qui se font donc très discrets, sur tout le site, sauf au moment de payer. Bon, pour finir, des cookies qui s'incrustent sur le PC qu'on le veuille ou pas. Bon, voilà, c'est sans doute clairement pas les seuls à faire ce genre de truc. Et bon, comme tu dis, il y a d'autres prestataires où c'est pas très reluisant, mais bon, voilà. On en attend plus de licorne française que diable. Bah oui, enfin. Et au passage, Back Market, j'ai aussi, moi, vécu quelques expériences indirectement assez négatives. J'ai des personnes dans mon entourage qui avaient commandé des produits, notamment, je crois, un MacBook à l'époque, il y a de ça quelques temps, et qui s'étaient retrouvés avec un MacBook, mais dans enfin, vraiment, ça se sentait que c'était une adaptation de quelque chose qui venait d'un pays vraiment très exotique. Et il y avait quelque chose qui avait été rajouté à l'install par-dessus l'OS pour bien rendre tout compatible. Honnêtement, c'était pas propre quand même, hein. Donc, bon, le reconditionné a aussi ses limites et peut-être qu'il est temps de mettre la lumière sur ces pratiques-là. Pas le reconditionné, vous avez compris, mais les pratiques abusives qui vont par-dessus ce type de service. Allez, un dernier point pour regarder un petit peu ce qui va se passer du côté de Julian Assange qu'on suit maintenant depuis des années hein, et qu'on suit épisode après épisode dans Tech Café, Guillaume. Bah écoute, pour le moment, Londres vient d'approuver son extradition, donc c'est quand même pas une très bonne nouvelle pour lui. Donc c'est toujours pour l'affaire de 2010, hein, où il a donc déclassifié, enfin il a publié des documents classifiés, un énorme paquet sur 700 000 quand même, sur les activités diplomatiques américaines en Afghanistan et en Irak. Et donc voilà, il pourrait être extradé parce qu'en fait il a un avocat qui est Antoine Weist, français, qui dit qu'il espère annuler cette décision devant la justice britannique, puisqu'il y aurait encore des arguments à faire valoir selon lui. Mais bon, pour l'instant, effectivement, Londres est très encline à extrader Julian Assange, qui s'il arrive aux États-Unis, s'il est jugé, risque quand même 175 ans de prison. Donc, c'est long. C'est quand même très long. Et puis les prisons américaines, en plus, c'est pas les meilleurs, on va dire. Mais bon, voilà, ça fait partie des trucs, des modérément bonnes nouvelles. Ouais, des sujets qu'on suit dans l'actu généraliste et qui ont des ramifications dans la tech. Et puis on peut terminer d'ailleurs dans ce type de rubrique avec des échos de la guerre en Ukraine, Guillaume. Bon, très rapidement, c'est vrai que c'est marrant, on n'y pense pas. C'est pas ce à quoi on pense immédiatement, mais dans les zones qui ont été conquises par les Russes en Ukraine, eh ben ça y est, Internet a basculé. Ils ont basculé Internet sur leur propre réseau russe et d'ailleurs la télévision aussi. Et dans le contexte où effectivement à la fois la télévision et l'internet russe sont extrêmement contrôlés et déversent de la propagande, c'est vraiment une mesure d'enfermement finalement. C'est vraiment une mesure d'occupation d'occupation informationnelle qui est vraiment tout à fait palpable quoi. Et c'est assez frappant de voir ça. Ça a mérité d'être souligné et je suis sûr que là aussi on aura plein d'autres choses à dire dans de futurs épisodes de Tech Café, mais pour le moment on va en rester là pour l'actu de cette semaine entre l'épisode hebdomadaire et cet épisode supplément week-end. Merci beaucoup pour votre fidélité. On vous invite bien évidemment à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé si jamais vous trouvez que au-delà de l'accès gratuit illimité à Tech Café, vous avez envie alors de faire sauter la pub d'un côté, mais aussi et surtout de nous soutenir dans le travail, dans notre assiduité. Si vous trouvez que les épisodes vous informent, vous divertissent, quoi qu'il arrive, et vous font passer tout simplement un bon moment, allez jeter un coup d'œil, patreon.com/techcafé, vous avez toutes les infos et vous pourrez passer à l'action en ayant aussi la liberté d'esprit de vous dire que vous pouvez suspendre votre abonnement à tout moment. Et puis, si jamais vous avez déjà été jeter un coup d'œil sur patreon.com, que vous avez laissé des avis sur Apple Podcast, Podcast Addict à propos de Tech Café pour dire tout le bien que vous pensez de l'émission, bah peut-être que vous allez avoir envie d'entrer
rentrer en contact avec Guillaume Poggiaspala parce qu'on vit une heure formidable sur Internet où on peut rentrer en contact avec Guillaume Poggiaspala. Une seule question subsiste, c'est où peut-on te retrouver, Guillaume ? Mais là, je pense pas parce que la musique, elle est beaucoup trop forte. Déjà, ça fait 4 jours. Ça fait beaucoup trop long maintenant. Ça fait trop long. très long. Je pense que tu vas maintenant pouvoir, à l'issue de cet enregistrement, aller profiter de la musique de plus près parce que tu ne l'entendais pas assez bien, me disais-tu. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de l'épisode hebdo. Ça défonce tout. Exactement. Je te rajoute un petit peu. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et dans quelques jours dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.